Et nous accueillons David Engels. Bonjour David. Bonjour Richard. Voilà, vous allez nous parler aujourd'hui de la nouvelle coalition gouvernementale allemande. Même Donald Trump, d'ailleurs, s'est réjoui que l'Allemagne est maintenant un chancelier conservateur, entre guillemets. Et pourtant, ce que l'on entend depuis Berlin ne laisse pas penser que c'est un Trump allemand qui a été nommé à la tête de l'Allemagne. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ces derniers mois, partout en Europe, les médias alternatifs prennent un certain plaisir à mettre en lumière la montée inexorable de l'AfD allemande, ce fameux parti d'opposition de droite qui, pour certains, représente le dernier espoir d'un revirement conservateur de notre continent et donc un partenaire naturel pour d'autres mouvements patriotiques, tandis que pour d'autres, il ne constitue qu'une énième résurgence du nationalisme allemand et s'affirme ainsi plutôt comme un adversaire structurel de tout authentique parti patriote français. Maintenant, dans ce qui suit, nous ne prétendrons certainement pas trancher la question de ce que veut véritablement l'AfD. Encore faudrait-il que le parti en ait lui-même une idée claire, ce qui est loin d'être acquis. Mais nous nous attacherons plutôt à démontrer qu'un retournement politique significatif outre-Rhin n'est ni pour demain, ni pour même l'année prochaine. Alors, que se passe-t-il réellement ? Le 9 avril dernier, la nouvelle majorité parlementaire allemande est parvenue, après de longues négociations, à conclure un accord gouvernemental permettant la mise en place d'un exécutif. Deux constats majeurs s'imposent d'emblée et résument déjà eux seuls ce qui suit. D'une part, malgré une victoire électorale indiscutable de la droite, le programme adopté est résolument ancré à gauche. D'autre part, le fameux cordon sanitaire s'est trouvé encore davantage enraciné dans la culture politique allemande. Alors examinons à présent les faits dans les détails. On se souvient que, suite à l'effondrement total de la coalition gouvernementale précédente, la plus impopulaire de l'histoire allemande depuis 1945 d'ailleurs, des élections anticipées avaient dû être convoquées. Sans réelle surprise, les anciens partis de la coalition en ont été les grands perdants, à commencer par les sociodémocrates, dont le score s'est effondré en allant de 25,7% à 16,4%, suivi des libéraux qui, passant de 11,4% à 4,3%, ont même perdu toute représentation parlementaire. Les écologistes, bien qu'ayant été le principal moteur idéologique du gouvernement et de facto l'une des causes centrales de son impopularité, ont réussi à limiter le recul, ne perdant que 3 points, de 14,7 à 11,6. Dans ce contexte, les chrétiens démocrates de la CDU, bien qu'ayant enregistré une progression modeste de 4,4%, ont émergé en tête, avec 28,5% des voix, prenant ainsi l'initiative de former un gouvernement. Le partenaire naturel aurait dû être l'AfD, qui a quasiment doublé sa représentation parlementaire, passant de 10,4 à 20,8, une victoire éclatante. Mais cordon sanitaire oblige, la CDU a préféré se tourner vers le principal perdant du scrutin, les sociodémocrates de la SPD, pour former une nouvelle majorité parlementaire aussi fragile que paradoxale. Résultat, le parti que les électeurs avaient voulu sanctionner le plus sévèrement se retrouve à nouveau au pouvoir. Et ce, avec le soutien actif du parti censé incarner un changement de cap politique. Et le contenu du traité de coalition qui vient d'être présenté, justement, il y a 2 jours, reflète pleinement ce renversement. Non seulement les sociodémocrates obtiennent bon nombre de ministères stratégiques, finances, justice, travail, défense, environnement, développement, logement, mais encore les piliers idéologiques du gouvernement précédent sont reconduits presque à l'identique. Presque tous les thèmes de campagne de la CDU ont disparu. À leur place, on retrouve inchangé la neutralité climatique, l'immigration, le refus de tout retour au nucléaire, les politiques anti-discrimination, la censure sur Internet, la stratégie sanitaire habituelle, la protection de la démocratie contre ses adversaires supposés. En somme, exactement le même programme qu'avant les élections, si ce n'est quelques ajustements purement cosmétiques. Ainsi, les Allemands ont massivement voté pour se débarrasser d'un gouvernement de gauche, et c'est pourtant une coalition en totale continuité idéologique avec ce dernier qui s'apprête à les diriger. Et est-ce que au moins l'influence écologique a diminué ? Au contraire, comble du paradoxe, les écologistes eux-mêmes, bien qu'exclus de la nouvelle majorité, sont parvenus à imposer la poursuite de la plupart de leurs orientations politiques. Pourquoi et comment ? Eh bien, en raison d'un impératif stratégique. Après le rappel à l'ordre adressé par Donald Trump à l'OTAN,
l'Allemagne ne pouvait plus continuer à sous-financer sa défense nationale. Le budget militaire allemand plafonnait à 1,1% du PIB au lieu des 2% exigés, parasitant ainsi tous les autres partenaires de l'OTAN. Toutefois, l'endettement supplémentaire est interdit par la Constitution. Or, lever de nouveaux impôts ou sabrer dans d'autres postes budgétaires aurait risqué de heurter certaines franges électorales sensibles. Il fallait donc modifier la Constitution. Mais pour cela, il fallait une majorité des 2/3, majorité dont la coalition nouvellement formée ne dispose pas. Même en s'adjoignant le soutien des écologistes, elle n'y parvenait pas. La solution, sans précédent, rappelait exceptionnellement l'ancien Parlement, dont la configuration, CDU, SPD et Verts, permettait d'atteindre cette supermajorité. C'est donc avec les voix d'une assemblée déjà démise de ses fonctions et grâce au soutien d'un parti désormais hors gouvernement qu'a été entérinée une série d'amendements constitutionnels permettant désormais un endettement massif. Et bien entendu, les écologistes ont fait payer leur soutien. Ils ont exigé et obtenu une augmentation supplémentaire de 100 milliards d'euros de dettes exclusivement allouées à la lutte contre le changement climatique. Alors donc le cordon sanitaire est maintenu. Tout à fait. En ce qui concerne le cordon sanitaire, même une nouveauté d'importance a été introduite dans le contrat de coalition. Les deux partis signataires s'engagent à exclure formellement toute forme de coopération avec ce qu'ils appellent l'extrême droite. Le texte précise, et je cite, « Les partis démocratiques du centre politique ont une responsabilité particulière dans la protection et le renforcement de l'ordre fondamental, libéral et démocratique. Les partenaires de la coalition excluent à tous les niveaux politiques toute coopération avec des partis anticonstitutionnels, antidémocratiques et d'extrême droite. Au Parlement, cela concerne notamment les propositions conjointes, les accords électoraux et toute autre forme de coopération. » Alors, on passera ici sur le fait devenu banal que seule l'extrême droite est visée et non l'extrême gauche. La symétrie idéologique selon laquelle la gauche serait toujours morale et fréquentable, et la droite toujours suspecte et condamnable, est une constante bien ancrée aussi bien en France qu'en Allemagne. D'ailleurs, la CDU, l'ancien parti de Helmut Kohl et de la réunification allemande, a déjà prouvé dans le passé que lorsqu'il fallait choisir entre une alliance avec l'AfD ou une coopération avec les néo-staliniens de l'extrême gauche, elle penchait sans hésiter pour la seconde option. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que cette clause contraint désormais tous les échelons institutionnels de la République fédérale, donc du Bundestag aux Länder jusqu'aux communes finalement, à respecter cette exclusion, ce qui revient à nier la diversité politique régionale qui faisait jusqu'ici l'une des particularités de la démocratie allemande. La SPD a donc réussi à faire signer à la CDU une renonciation officielle à toute collaboration avec l'AfD, soit le seul partenaire potentiel capable de ramener la CDU vers ses racines patriotiques et conservatrices. Fait plus ironique encore, les nombreux scandales politiques de ces dernières semaines ont fait grimper l'AfD maintenant à 26% d'intention de vote, ce qui en fait désormais le premier parti d'Allemagne. C'est tombé hier. Pourtant, cette progression ne produit aucune conséquence immédiate sur la politique nationale. Pire, elle pourrait même avoir un effet inverse, car plus l'AfD progresse, plus les autres partis resserrent leur rang autour d'une ligne commune, incluant de facto l'extrême gauche, dans le seul but de bloquer toute percée électorale de la droite. En d'autres termes, plus les Allemands votent pour l'AfD, plus le pays est gouverné par la gauche. Et plus la CDU s'éloigne de ses valeurs originelles, plus elle perd en crédibilité, s'aliène son électorat et la rend dépendante de coalitions de gauche. Mais alors, à terme, parce que la montée de l'AfD paraît absolument irrésistible. Il ne faudrait pas se réjouir trop tôt, car n'oublions tout de même pas que le durcissement du cordon sanitaire signifie également que les voix allant aux partis traditionnels deviennent de plus en plus clairement et explicitement des votes de rejet de la AfD. Aujourd'hui, si une personne sur 4 vote pour cette dernière, les 3 autres votent contre elle, en pleine conscience de cause. Certes, l'AfD pourrait atteindre les 30% un jour, mais cela représenterait probablement un plafond durable qui, en termes d'accès au pouvoir, ne changera pas grand-chose au niveau institutionnel, du moins à court et moyen terme. Le système actuel est conscient de son impossibilité de durer, mais dans la démocratie telle qu'elle fonctionne désormais, cela importe peu.
L'enjeu consiste à survivre d'échéance électorale en échéance électorale, puis probablement à s'éclipser opportunément au moment du naufrage. Naufrage qui risque d'engloutir d'ailleurs non seulement les partis traditionnels, mais aussi l'AfD elle-même. Et qu'en est-il de la France? Deux leçons s'imposent. D'une part, espérer que l'Allemagne suive l'exemple des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie ou de la Hongrie pour incarner un changement conservateur aussi, ou imposer un changement conservateur à Bruxelles ou à Paris, est un mirage. Ce pays est et restera solidement ancré à gauche. Et cela ne changera pas de sitôt. D'autre part, l'exemple allemand fournit un exemple ou un enseignement capital à la droite française. Le cordon sanitaire est beaucoup plus solide qu'on veut le croire, et il est probable que le système en place ne disparaîtra qu'avec l'effondrement complet du pays lui-même, du moins en France et en Allemagne, les deux piliers de la construction européenne, même si la situation est un peu plus contrastée en périphérie. Ce qui nous ramène, comme toujours, à ce que je considère comme un mantra fondamental. La lutte politique est cruciale, certes, mais la lutte culturelle l'est encore davantage. Alors, il nous reste 30 secondes. Donc, en 30 secondes, pourquoi est-ce que cette lutte culturelle est fondamentale? Eh bien, ce n'est pas dans les parlements que s'effectuera un basculement patriotique réel, mais sur le terrain. La victoire électorale ne précédera pas un changement profond des mentalités sur les questions identitaires, elle en sera la conséquence. Parfait. Merci beaucoup, David Engels, de nous avoir éclairé sur cette fausse bonne nouvelle d'une coalition qui, en fait, va réussir qu'à reproduire la gauche. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Avec plaisir. À vendredi prochain.